Le grincement du microphone résonne lorsque Manon Fournier le saisit avec trop de force. 1000 personnes dans l'amphithéâtre. Tous les regards sont fixés sur elle. Au troisième rang, Madame Geneviève Dubois est blême. 10 ans plus tôt, elle avait affirmé que cela n'arriverait jamais, que les filles comme Manon ne deviendraient pas médecins. Pourtant, la blouse blanche était là, le diplôme. Et la question qui transperçait le silence, comment avait-elle réussi? La climatisation vrombit doucement. Une odeur de parfum coûteux se mêle au papier neuf des programmes imprimés. Les mains de Manon tremblent, une sueur froide perle sur sa nuque, sa robe bleu marine tranche avec le luxe des bijoux environnants. Les flashs des appareils photo crépitent en rafale. Premier rang, Isabelle, sa mère, éponge ses larmes avec un mouchoir froissé. Troisième rang, Geneviève serre son sac à main sur ses genoux, le visage empourpré. Au fond, Juliette Martin, la journaliste, enregistre tout. Des chuchotements fendent l'air comme des lames. Mais Manon n'était pas seulement là pour recevoir le prix de la jeune chercheuse de l'année. Elle était là parce que quelqu'un devait payer. Parce que 10 ans d'humiliation, de nuits blanches, de faim et de désespoir avaient commencé dans cette salle de réunion. Et parce que la femme responsable enseignait encore, jugeait encore, détruisait encore des rêves. Cette fois, devant tout le monde, la vérité serait dite. Isabelle pleure au premier rang parce qu'elle a porté pendant des années la culpabilité d'avoir emmené sa fille à cette maudite réunion. Le docteur Julien Rousseau sourit discrètement au deuxième rang, car il a parié sa réputation sur Manon alors qu'elle n'était qu'une étudiante désespérée cherchant de l'aide. Juliette ajuste sa caméra, car elle sait que le discours à venir ne portera pas sur la médecine, mais sur la vengeance. Chacun a quelque chose à perdre. Chacun sait, ce que Manon s'apprête à dire changera des vies, ou les détruira. Mais cette histoire n'a pas commencé ici. Elle a commencé 10 ans plus tôt, par un après-midi humide d'avril, quand une mère orgueilleuse a commis l'erreur de rêver à voix haute, quand des mots prononcés en public ont déchiré l'âme d'une jeune fille de 16 ans, quand une femme puissante a utilisé la cruauté comme une arme, et quand tout le système a montré son vrai visage. Ce qui s'est passé ce jour-là a planté des graines, de haine, de détermination, de vengeance. Pour comprendre comment Manon est arrivée sur cette estrade, vous devez connaître 3 histoires. L'histoire de la réunion parents-professeurs qui a viré au cauchemar public. L'histoire du secret que Geneviève gardait depuis 30 ans. Et l'histoire de la mort qui relie tout et tout le monde. 3 couches de vérité. 3 raisons à ce qui est sur le point de se produire. Tout a commencé dans une salle étouffante d'un lycée privé parisien, où le destin de beaucoup a été scellé par une seule phrase cruelle. Ce jour-là, Manon avait seulement 16 ans et aucune idée que les 2 heures suivantes changeraient sa vie à jamais. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Des milliers de femmes ont déjà transformé leur vie grâce à nos histoires inspirantes. Ne manquez pas de rejoindre cette communauté incroyable qui vous soutient chaque jour. 10 ans plus tôt, Manon se réveillait à 5 heures du matin chaque jour. Le réveil sonnait dans la chambre minuscule du 2 pièces en banlieue parisienne. Elle partageait l'espace avec sa mère, Isabelle, qui faisait des ménages dans 3 appartements différents. L'odeur de café bon marché emplissait l'air, tandis que Manon s'asseyait à la table de la cuisine, entourée de livres empruntés à la bibliothèque municipale. Ses cheveux frisés, toujours attachés en un chignon serré. Des lunettes à monture métallique réparées avec du ruban adhésif. L'uniforme du lycée, bleu marine, avait des reprises invisibles aux manches. Elle étudiait 2 heures avant de partir. Marchait 50 minutes jusqu'au lycée car il n'y avait pas d'argent pour le bus. Arrivait toujours la première, partait toujours la dernière. Au lycée, tout le monde la connaissait comme la boursière qui ne parlait à personne, l'intello obsessionnelle, la fille étrange qui mangeait seule. Manon s'en fichait. Elle avait un objectif clair, les meilleures notes partout, 6 heures d'études par jour, week-end compris. Les professeurs la félicitaient, les camarades l'enviaient. Mais Manon ne faisait pas confiance aux compliments, n'acceptait aucune invitation, ne se permettait aucune distraction. Son défaut était évident pour qui regardait de près. La peur, peur d'échouer,
peur de perdre sa bourse, peur de décevoir la seule personne qui comptait. Sa mère avait tout sacrifié pour qu'elle étudie dans ce lycée. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de seconde chance. Le père de Manon, le docteur Mathieu Fournier, était mort quand elle avait 10 ans. Crise cardiaque foudroyante. Il était cardiologue, mais son propre cœur l'avait trahi. Manon se souvenait de leur dernière conversation. Elle dessinait des cœurs humains dans un cahier. Son père avait souri et dit « Continue de dessiner, ma chérie. Mais un jour, tu opéreras pour de vrai. » 2 jours plus tard, il était mort. La mère n'avait pas pu payer les dettes. Elles avaient perdu l'appartement confortable. Perdu la vie facile. Restait la culpabilité, la promesse non tenue, l'absence qui faisait mal chaque jour. Manon avait érigé des murs. Ne pleurait pas, ne demandait pas d'aide, ne se permettait pas d'être faible. La douleur était enfermée dans une boîte au fond de son âme. Son rêve était impossible pour quelqu'un comme elle. La médecine coûtait cher. Même à l'université publique, les années d'études exigeaient un dévouement total, sans travailler, sans aider sa mère. Mais Manon gardait un objet comme talisman, le stéthoscope usé de son père, enroulé dans une boîte à chaussures sous son lit. Chaque soir, avant de dormir, elle ouvrait la boîte, touchait le métal froid, fermait les yeux et voyait la blouse blanche, voyait des patients être sauvés, voyait le sourire de son père disant « Tu as réussi ». C'était un rêve lointain. Un désir qui semblait cruel tant il était inaccessible, mais c'était tout ce qu'elle avait, et elle s'y accrochait bec et ongles. Ce fut un après-midi de mars que tout commença à changer. Manon était dans le laboratoire vide, nettoyant les paillasses après les cours. Madame Élise Laurent, la professeure de biologie, entra portant une pile de copies. 50 ans, cheveux gris coupés courts, lunettes de lecture autour du cou. Elle s'arrêta, regarda Manon. Encore la meilleure note. Manon haussa les épaules. « C'est mon devoir, madame. » Madame Laurent eut un petit rire. « Le devoir, c'est d'avoir la moyenne. Vous pulvérisez les sujets. Ce n'est pas pareil. » Silence pesant. Manon ne savait que répondre. « Avez-vous pensé à la médecine ?» Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Manon déglutit. « Tous les jours. Alors pourquoi ne pas essayer sérieusement ?» Madame Laurent tira une chaise, s'assit. Manon, toujours debout, tenait son chiffon. « Les gens comme moi ne... » Madame Laurent leva la main, la coupant. « Les gens comme vous, intelligents, dévoués, capables ?» Manon secoua la tête. « Pauvre !» Le mot sortit, amer. Madame Laurent retira ses lunettes, les nettoya lentement. « N'importe quoi. Votre père était médecin. Vous avez ça dans le sang. » Manon sentit ses jambes flageoler. « Mon père est mort. Il a laissé des dettes. Il nous a laissés sans rien. » Madame Laurent se leva, s'approcha d'elle, posant la main sur l'épaule de la jeune fille. « Il vous a laissé, vous. Et vous avez du talent. Je peux aider. Des cours supplémentaires, gratuits. Nous allons vous préparer pour le concours. » Manon regarda la professeure dans les yeux. « Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que je crois en vous, et il faut bien que quelqu'un le fasse. » Les semaines suivantes, elles se retrouvèrent 3 fois par semaine dans le laboratoire vide. Madame Laurent apportait des livres, des annales, des polycopiés. Enseignait l'anatomie de base, la chimie organique, le raisonnement clinique. Manon absorbait tout comme une éponge. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit autre chose que la peur. Elle ressentit une possibilité. Madame Laurent n'eut qu'une seule exigence. Lors de la réunion parents-professeurs du mois suivant, Manon devait présenter ses notes, parler de son rêve de médecine, le rendre public. Votre mère doit l'entendre de votre bouche, pas de la mienne, et le lycée doit savoir qu'il a une future médecin ici. Manon hésita. « Je n'aime pas attirer l'attention. Il va falloir vous y habituer. Les médecins sauvent des vies devant tout le monde. » À contre-cœur, Manon accepta. « D'accord, j'irai. » Elle ne savait pas qu'elle scellait ainsi son propre destin.
Le lycée Fénelon était l'une des institutions les plus traditionnelles de Paris. Plusieurs siècles d'histoire, murs en pierre de taille, jardins impeccables, couloirs de marbre qui répercutaient chaque pas. Des trophées de concours académiques et sportifs remplissaient des vitrines blindées dans les halls principaux. Des portraits d'anciens élèves illustres couvraient un mur entier, politiciens, magnates, artistes, tous souriants, tous issus de la haute société. L'air sentait la cire coûteuse et le café de la cafétéria premium. Les élèves arrivaient dans des voitures allemandes, déposées par des chauffeurs en uniforme. Sac à dos de marque, baskets coûtant plus cher que le loyer de Manon, montres suisses au poignet des adolescents. La hiérarchie était claire comme du cristal. Les élèves payants étaient au sommet. Ils occupaient les tables centrales du réfectoire, organisaient des soirées exclusives, formaient des groupes fermés. En dessous, quelques boursiers au mérite académique. Cela était toléré, tant qu'ils restaient à leur place, ne se plaignaient pas, ne se mettaient pas trop en avant, ne dérangeaient pas. Manon était boursière intégrale, 100%. Cela venait avec des règles invisibles, mais brutalement appliquées. Utiliser les toilettes du fond, pas les principales. Ne pas utiliser la cafétéria, apporter sa nourriture. Ne pas participer aux activités extrascolaires exigeant un équipement spécial. Ne pas attirer l'attention. Le lycée offrait une éducation de premier ordre. En échange, il exigeait l'invisibilité. Celle qui dirigeait ce système d'une main de fer était Madame Geneviève Dubois, 58 ans, cheveux blonds décolorés, coiffés en un chignon sévère, tailleur gris impeccable, chaussures à talons qui claquaient dans les couloirs, annonçant son arrivée. Elle avait été professeure de chimie pendant 20 ans avant de prendre la direction, connue pour ses exigences extrêmes, pour renvoyer des élèves pour des infractions minimes, pour protéger la réputation du lycée avant tout. Des rumeurs couraient. Elle éliminait les boursiers problématiques sans hésitation, inventait des raisons, trouvait des failles. Sa justification était toujours la même, maintenir le niveau d'excellence attendu par les familles payantes. Manon savait que Madame Dubois l'observait, de longs regards dans les couloirs, des questions sur ses notes posées à d'autres professeurs. Une fois, Manon avait entendu la secrétaire commenter « La directrice a demandé de vos nouvelles aujourd'hui. Elle voulait savoir si vous causiez des problèmes. » Manon sentit son estomac se glacer. Elle ne causait pas de problème, elle parlait à peine. Mais maintenant, elle comprenait. Se démarquer était le problème. Être trop doué, quand on était pauvre, dérangeait. Cela brisait le récit confortable selon lequel le talent et l'argent allèrent de pair. Manon tenta d'être plus discrète, arrêta de lever la main en classe, cacha ses notes parfaites. Mais c'était trop tard. Elle était déjà sur le radar de Madame Dubois. Et quand Madame Laurent avait proposé la présentation à la réunion, Manon aurait dû refuser. Elle aurait dû savoir que la visibilité pour les gens comme elle était dangereuse. Le premier signe arriva 2 semaines avant la réunion. Manon trouva son nom rayé de la liste des participants aux Olympiades nationales de biologie. Elle avait été sélectionnée par Madame Laurent. Elle était enthousiaste. C'était une chance d'obtenir une bourse universitaire. Elle courut au secrétariat. Madame Claudia, la secrétaire, évita son regard. C'est une décision de la direction. Il n'y a pas eu de justification. Je peux lui parler ? Madame Claudia secoua vivement la tête. Elle est occupée, très occupée. Manon insista. C'est de mon avenir qu'il s'agit. La secrétaire soupira. Laisse tomber, petite. Ça n'en vaut pas la peine. Et avant que Manon ne puisse demander ce que cela signifiait, Madame Claudia se retourna et fit semblant de répondre au téléphone. Le message était passé, quelqu'un ne voulait pas voir Manon briller. 2 jours plus tard, Madame Dubois apparut dans la classe pendant le cours de biologie, interrompant Madame Laurent au milieu d'une explication. « J'ai besoin d'1 minute. » Madame Laurent fronça les sourcils. « Bien sûr, Madame la directrice. » Madame Dubois marcha jusqu'au fond de la classe, s'arrêta à côté du bureau de Manon. La jeune fille sentit tous les regards sur elle. Madame Dubois sourit. Un sourire froid, calculé. « J'ai entendu dire que vous visiez la médecine. » Manon déglutit. « Oui, madame. » Madame Dubois pencha la tête.
Intéressant, très ambitieux, silence pesant. L'ambition est une bonne chose, tant qu'elle reste réaliste. Manon serra son crayon dans sa main. Je suis réaliste. Le sourire de Madame Dubois disparut. Je l'espère. Les déceptions sont cruelles. Surtout pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'échouer. Elle tourna les talons et sortit. Madame Laurent regarda Manon, inquiète. Le message était clair, attention. La nuit précédant la réunion, Manon ne parvint pas à dormir. Isabelle était excitée, enthousiaste. Elle allait mettre sa robe du dimanche, la meilleure qu'elle avait. Je vais enfin pouvoir dire que ma fille sera médecin. Maman, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Isabelle s'arrêta, la regarda, surprise. Pourquoi? Manon ne savait pas expliquer le nœud dans son estomac, le mauvais pressentiment. Je pense juste qu'il vaut mieux attendre. Isabelle posa le fer à repasser, s'assit sur le lit à côté de sa fille, prit sa main. Ma chérie, tu mérites ça. Tu mérites de rêver grand. Ton père serait fier. Manon serra sa mère dans ses bras, sentit l'odeur de lessive bon marché sur la robe. D'accord, maman, allons-y ensemble. Elles dormirent enlacées cette nuit-là. Le lendemain matin, Manon se réveilla le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le sentir. Ce fut précisément ce rêve, révélé lors de la réunion du lendemain, qui poussa Manon, quelques heures plus tard, à prendre la décision la plus douloureuse de sa vie. La salle de réunion était étouffante. 40 chaises occupées. Des pères en costumes coûteux, des mères aux bijoux discrets mais précieux, un parfum français mêlé à l'odeur du café servi dans des tasses en porcelaine. Manon et Isabelle s'assirent au premier rang, comme l'avait demandé Madame Laurent. La professeure avait tout organisé. Manon présenterait ses notes, parlerait de son rêve de médecine, et les parents verraient que les boursiers pouvaient être des exemples. Madame Dubois se tenait au fond de la salle, bras croisés, expression illisible. La conseillère pédagogique menait la réunion, annonçant les prix, les événements, les résultats des examens. Puis, le moment arriva. Et Madame Isabelle Fournier demanda la parole. Isabelle se leva, les mains tremblantes, serrant son vieux sac à main contre sa poitrine. « Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle, je suis la mère de Manon. » Elle désigna sa fille. Manon s'enfonça dans sa chaise, le visage brûlant. « Je voulais juste remercier ce merveilleux lycée. Ma fille a d'excellentes notes. Et elle a un rêve. Pause dramatique. » Isabelle sourit, fière. Elle va devenir médecin. Silence. Quelques parents semblaient curieux. D'autres froncèrent les sourcils. Isabelle continua, excitée. Je sais que c'est difficile, que ça demandera beaucoup, mais elle est dévouée. Elle étudie tous les jours, et je crois en elle. Elle se rassit. Manon voulait disparaître. Madame Laurent sourit, encourageante. C'est alors que Madame Dubois bougea. La directrice s'avança vers l'avant de la salle. Ses talons claquant sur le sol, s'arrêta à côté d'Isabelle, sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est très touchant, Madame Fournier. Une mère doit toujours rêver pour ses enfants. Elle marqua une pause. L'air devint lourd. Mais je me dois d'être honnête avec vous. Manon sentit son estomac chuter. Madame Dubois continua, sa voix calme, presque douce. Votre fille ne sera jamais médecin. Acceptez-le. Les mots explosèrent dans la salle comme une bombe. Isabelle cligna des yeux, confuse. Pardon? Madame Dubois soupira, théâtralement. La médecine, ce n'est pas seulement une question de notes. C'est une question de posture, d'éducation, de réseau, de moyens financiers. Des choses que votre fille, malheureusement, n'a pas. Manon ne pouvait plus respirer. Le monde tournait. Des voix lointaines, des rires étouffés. Quelqu'un murmura « Elle a raison ». Un autre « La pauvre, il faut être réaliste ». Manon regarda Madame Laurent. La professeure était debout, bouche bée, indignée. Elle regarda sa mère. Isabelle avait les larmes aux yeux, le visage rouge de honte. Elle regarda Madame Dubois. La directrice la fixait droit dans les yeux, la défiant. « Mais Madame la directrice », commença Manon, la voix tremblante. « Mes notes sont les meilleures de la classe. » Madame Dubois se tourna vers elle. « Les notes ne suffisent pas, ma chère. La médecine exige une certaine classe, quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres.
Vous comprenez ce que je veux dire? Manon comprit parfaitement. Vous dites que je suis trop pauvre. Madame Dubois sourit. Je dis qu'il vaut mieux être réaliste maintenant que de souffrir plus tard. Madame Laurent explosa. C'est absurde. Manon a tout le potentiel nécessaire. Madame Dubois la coupa d'une voix glaciale. Madame Laurent, je vous remercie de votre opinion. Mais je dirige ce lycée depuis 8 ans. J'ai vu des dizaines de cas comme celui-ci, des illusions qui se terminent par un échec et des dettes. Je protège cette jeune fille. Madame Laurent fit un pas en avant. La protéger? Vous la détruisez? Madame Dubois leva la main. Assez, cette conversation est terminée. Elle se tourna vers les autres parents. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Silence. Personne ne bougea, personne ne défendit Manon. Certaines mères la regardaient avec pitié, d'autres avec dédain. Un père consultait son téléphone, ennuyé. Madame Dubois sourit, satisfaite. Parfait. Nous pouvons continuer. Manon n'entendit pas le reste de la réunion. Elle resta assise, le corps rigide, les yeux fixés sur le mur. Sa mère pleurait doucement à côté d'elle. Madame Laurent tenta de s'approcher après, mais Madame Dubois la bloqua, disant qu'elle devait parler d'un comportement inapproprié en réunion. Quand tout fut terminé, Manon et Isabelle sortirent en silence. Elles marchèrent dans le couloir. Manon entendait des chuchotements. « Regarde, la fille qui veut être médecin. La pauvre. Elle n'a aucune notion. La mère qui encourage l'illusion. Quelle pitié !» Elles arrivèrent au portail. Léa, une camarade de classe, était adossée au mur avec d'autres filles. Elle regarda Manon et éclata de rire. « Médecin, imaginez! Elle a à peine de quoi s'habiller !» Ses amis rirent aussi. Manon accéléra le pas. Isabelle trébucha, mais la suivit. Dans la rue, enfin seule, Isabelle s'arrêta, agrippa le bras de sa fille. « Ma chérie, je suis désolée, je n'aurais pas dû parler, j'ai tout gâché. » Manon regarda sa mère, vit la douleur, la culpabilité, l'amour, secoua la tête. « Ce n'est pas toi, maman, c'est elle. » Isabelle essuya ses larmes. « Ce qu'elle a dit n'est pas vrai, tu peux être tout ce que tu veux. » Manon voulait y croire, mais les mots de Madame Dubois résonnaient. « Ne sera jamais médecin. Acceptez-le. » Elles marchèrent en silence jusqu'à chez elle. Dans le petit appartement, Manon alla directement dans sa chambre, verrouilla la porte, s'allongea sur le lit, ne pleura pas, regarda simplement le plafond, l'esprit vide, le cœur brisé. Ce que Manon ne savait pas, c'est que quelqu'un avait tout filmé. Léa, la camarade riche, avait enregistré toute l'humiliation. Elle trouvait ça drôle, amusant. Elle posta la vidéo sur le groupe de la classe ce soir-là avec la légende « Quand la réalité frappe à la porte ». En 2 heures, la vidéo avait fuité sur d'autres réseaux. En 6 heures, elle avait 50 000 vues. En 12 heures, elle était sur les portails d'actualité. Au matin, Manon se réveilla avec son téléphone qui explosait. Messages d'inconnus. Certains la soutenant. Beaucoup se moquant. La vidéo avait 5 millions de vues. Hashtag « Justice pour Manon ». Elle était devenue virale, et sa vie ne serait plus jamais la même. Isabelle entra dans la chambre, téléphone à la main, visage pâle. « Ma chérie, tu as vu ?» Manon prit le téléphone, regarda la vidéo, vit sa mère parlant, fière, vit Madame Dubois détruisant son rêve, vit son propre visage figé par le choc. Les commentaires étaient brutaux. Elle a raison. Les pauvres n'ont pas les moyens d'être médecins. Pauvre fille. Il fallait bien que quelqu'un lui dise la vérité. C'est de l'élitisme pur, quel scandale. Directrice immonde. Mais aussi, la fille est vraiment naïve. La mère n'aide pas. Elles veulent de l'attention. Manon sentit la colère. Elle n'avait pas demandé ça. Elle ne voulait pas d'attention. Elle voulait juste étudier en paix. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Manon répondit. « Allô ?» Une voix féminine, professionnelle. « Manon ? Je m'appelle Juliette Martin. Je suis journaliste d'investigation. J'ai vu votre vidéo. J'aimerais discuter. » Manon hésita. « Je ne veux pas parler à la presse. » Juliette continua, rapide. « Je comprends. Mais cela vous dépasse maintenant. Cette directrice a déjà fait ça. À d'autres élèves. J'ai des sources. Je peux aider. » Manon s'assit sur le lit. « D'autres élèves ? » « Oui, au moins une douzaine ces dernières années.
des boursières talentueuses, toutes sabotées. Silence pesant. « Pourquoi m'aideriez-vous » ? « Parce que, répondit Juliette, quelqu'un doit exposer cela, et vous avez une plateforme maintenant. Réfléchissez, rappelez-moi. » Elle raccrocha. Manon regarda sa mère. Isabelle était sur le seuil, attendant. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Manon ne savait pas. Une partie d'elle voulait disparaître, changer de lycée, tout oublier. Mais une autre partie, plus petite mais grandissante, voulait se battre. Voulait prouver à Madame Dubois qu'elle avait tort. Voulait la justice. Elle pensa à son père, au stéthoscope usé sous son lit, à la promesse faite devant son cercueil. Elle se leva, alla à la fenêtre, regarda la rue où elle avait grandi, les immeubles modestes, les gens travaillant dur juste pour survivre, se tourna vers Isabelle. « Je vais retourner au lycée. » Isabelle écarquilla les yeux. « Tu es sûre ?» Manon hocha la tête. « Si je disparais maintenant, elle gagne. Et d'autres filles subiront la même chose. Je ne peux pas laisser faire. » Le lundi, Manon retourna au lycée. Caméra de télévision devant la porte, journaliste criant des questions. « Manon, comment vous sentez-vous? Allez-vous poursuivre le lycée ?» La directrice s'est-elle excusée? Manon baissa la tête, se fraya un chemin à travers la foule. Les agents de sécurité l'escortèrent à l'intérieur. Dans le couloir, les élèves s'arrêtèrent, la regardèrent. Certains applaudirent, d'autres détournèrent le visage. Manon alla directement au bureau de la directrice. Frappa à la porte. « Entrez » dit la voix de Madame Dubois. Manon ouvrit. La directrice était assise, droite, expression dure. « Asseyez-vous. » Manon resta debout. « Je suis venue vous prévenir que je n'abandonnerai pas. » Madame Dubois croisa les doigts. « Abandonner quoi exactement ?»« La médecine. » Madame Dubois sourit, lasse. « Manon, vous ne comprenez pas. Le monde ne fonctionne pas comme dans les films. » Manon fit un pas en avant. « Et vous, vous ne comprenez pas que vous venez de vous faire une ennemie. » Madame Dubois se leva. « Les menaces ne vous mèneront nulle part. » Manon secoua la tête. « Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Je serai médecin, et quand je monterai sur scène pour recevoir mon diplôme, vous serez là, vous regarderez, et vous ravalerez chaque mot que vous avez dit. » Madame Dubois contourna son bureau, s'arrêta à quelques centimètres de Manon, visage contre visage. « J'ai déjà vu cette histoire, petite. Je sais comment elle se termine. » Manon ne recula pas. « Alors préparez-vous à une fin différente. » Elle tourna les talons et sortit, claqua la porte. Dans le couloir, elle tremblait, mais pas de peur, d'adrénaline, de détermination. Pour la première fois depuis la réunion, elle ressentit autre chose que la honte. Elle ressentit du pouvoir. Le lycée convoqua une réunion d'urgence cet après-midi-là. Conseil d'administration, professeur, direction. Madame Dubois tenta de limiter les dégâts. Dit qu'elle avait été mal interprétée, qu'elle voulait seulement être réaliste, qu'elle avait toujours soutenu les élèves de toutes origines. Mais la vidéo était là, claire, brutale, indéfendable. Certains parents exigèrent sa démission, d'autres la défendirent, disant qu'elle avait raison, qu'elle avait juste été trop dure sur la forme. Madame Laurent se leva et annonça qu'elle ne travaillerait pas dans une institution qui traitait ainsi ses élèves. 3 autres professeurs la suivirent. Le lycée était divisé. D'un côté, ceux qui voyaient Manon comme une victime. De l'autre, ceux qui la voyaient comme une source de problèmes, une faiseuse de scandales. Madame Dubois sortit de la réunion vaincue. Pour la première fois en 8 ans, son pouvoir était menacé. Elle retourna à son bureau, verrouilla la porte, s'assit, regarda par la fenêtre, vit Manon dans la cour, entourée de quelques camarades solidaires. La jeune fille riait de quelque chose que quelqu'un avait dit. Madame Dubois ressentit quelque chose d'étrange. Pas du remords, de la peur que cette fille réussisse vraiment, qu'elle prouve que tout était faux, qu'elle expose des secrets que Madame Dubois gardait depuis 30 ans. Elle prit le téléphone, composa un numéro. « Avocat, j'ai besoin de vous. Nous avons un problème. Une élève nuit à la réputation du lycée. Oui, j'ai besoin d'options légales. Je la veux dehors. » Mais ce que Madame Dubois ne savait pas, c'est que cette conversation privée était enregistrée, que Juliette, la journaliste, avait des sources à l'intérieur du lycée,
que chaque mouvement de Madame Dubois était documenté. Et dans les jours suivants, des secrets enfouis depuis 30 ans commenceraient à émerger. Sur une jeune étudiante en médecine qui avait abandonné en 3e année, sur un diplôme qui n'avait jamais été obtenu, sur un mensonge devenu carrière, sur des diplômes falsifiés, et sur la vraie raison pour laquelle Geneviève Dubois détestait tant voir des filles pauvres rêver de la blouse blanche. Parce qu'elle avait été l'une d'entre elles, et elle avait échoué. Juliette se présenta à la porte de l'appartement de Manon 3 jours après la viralisation de la vidéo. 35 ans, cheveux bruns courts, jeans et veste en cuir, un dossier sous le bras. « Je peux entrer ?» Manon hésita. Isabelle, depuis la cuisine, cria « Laisse-la entrer, ma chérie. Elle peut peut-être nous aider. » Juliette s'assit sur le canapé usé, ouvrit le dossier. « J'ai quelque chose que vous devez voir. » Elle sortit des documents, de vieilles photos, des notes. J'ai commencé à enquêter sur la directrice Dubois après l'explosion de votre vidéo. Et j'ai trouvé un schéma. Ces 10 dernières années, 15 élèves boursières ont quitté le lycée, toutes avec un potentiel académique exceptionnel, toutes intéressées par des carrières d'élite, médecine, droit, ingénierie. Toutes sont parties après un incident impliquant la directrice. Manon prit les photos, des visages jeunes, des filles comme elle. Juliette continua. J'ai pu contacter 8 d'entre elles. Toutes racontent la même histoire. Madame Dubois les décourageait, créait des obstacles, bloquait des opportunités, jusqu'à ce qu'elles abandonnent ou soient transférées. Manon sentit la colère monter. Pourquoi personne n'a rien dit? Juliette soupira. La peur, la honte, le manque de preuves. Mais maintenant, nous vous avons. Votre histoire est publique. Les gens sont attentifs. Si les autres victimes se joignent à nous, nous pouvons monter un dossier. Manon regarda sa mère. Isabelle hocha la tête encourageante. Que dois-je faire? D'abord, dit Juliette, nous devons comprendre pourquoi elle fait ça. Et j'ai une piste. Elle sortit un autre document, copie d'une ancienne inscription universitaire. Geneviève Dubois, inscrite en médecine à l'Université de Paris en 1987. Manon écarquilla les yeux. Elle a fait médecine? Juliette hocha la tête. Pendant 3 ans. Puis elle a disparu des registres, jamais diplômée. Manon digéra l'information. Alors elle aussi voulait être médecin, et elle n'a pas réussi. Exactement. Juliette se pencha en avant. J'essaie de découvrir ce qui s'est passé. Pourquoi elle a abandonné? Mais les archives de l'époque sont difficiles d'accès. J'ai besoin de quelqu'un qui a étudié avec elle, quelqu'un qui se souvient. Manon regarda la vieille photo de Geneviève sur le document. Jeune, cheveux détachés, sourire sincère, si différente de la femme amère d'aujourd'hui. Elle était comme moi, murmura Manon. Juliette acquiesça, et quelque chose l'a transformée en ça. Pendant que Juliette enquêtait, Manon retourna en cour. Mais tout avait changé. Madame Laurent n'était plus là. Elle avait été mutée dans une autre académie, loin, comme punition pour avoir défendu Manon publiquement. La nouvelle professeure de biologie était distante, froide, suivait le programme sans implication émotionnelle. Manon sentit le vide. Madame Laurent était sa seule alliée au sein du lycée. Maintenant, elle était seule. Elle tenta d'appeler la professeure plusieurs fois. Messagerie vocale, message sans réponse. Jusqu'à ce que, 1 semaine plus tard, Madame Laurent finisse par la rappeler. « Manon, je suis désolé, je ne peux plus t'aider directement. Madame Dubois m'a menacé. Elle a dit que si je gardais le contact, je perdrais mon poste. » Manon sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je comprends. » Madame Laurent soupira à l'autre bout du fil. « Mais n'abandonne pas. Continue d'étudier. Je crois en toi. » Elle raccrocha. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Manon s'autorisa enfin à craquer. Elle pleura. Pour la première fois depuis l'enterrement de son père, elle pleura sans s'arrêter. Isabelle l'entendit à travers la porte, mais savait que sa fille avait besoin de ce moment. Manon attrapa la boîte à chaussures sous son lit, l'ouvrit. Le stéthoscope usé de son père brillait sous la faible lumière. Elle le serra contre sa poitrine. « Papa, je ne sais pas si je peux. C'est trop lourd. Tout le monde est contre moi.
Même ceux qui ont essayé de m'aider ont été punis. Peut-être que la directrice a raison. Peut-être que je ne suis qu'une fille pauvre et naïve. Peut-être que je devrais accepter ma place. Les mots sortirent, amers. Elle se coucha, serrant le stéthoscope, et s'endormit en pleurant. Elle rêva de son père. Ils étaient à l'hôpital où il travaillait. Mathieu portait sa blouse blanche, le stéthoscope au cou. Il tenait la main de Manon, redevenue enfant, et marchait dans les couloirs en lui montrant tout. « Tu vois, ma chérie, ici on sauve des vies. Peu importe si la personne est riche ou pauvre. La douleur n'a pas de classe sociale. La mort ne discrimine pas. Et les médecins ne devraient ne pas le faire non plus. » Il s'arrêta, la regarda dans les yeux. « Tu rencontreras des gens qui te diront que tu ne peux pas, que ta place n'est pas ici. Mais souviens-toi, j'ai entendu ça aussi. Toute ma famille disait qu'un garçon de banlieue ne devenait pas médecin, que je rêvais trop grand. » Manon, dans le rêve, demanda « Et comment tu as réussi, papa ?» Mathieu sourit. « Je n'ai pas abandonné. C'est aussi simple que ça. Je suis tombé. Je me suis relevé. Je suis tombé à nouveau. Je me suis relevé à nouveau, jusqu'au jour où j'ai mis cette blouse et où personne ne pouvait plus me l'enlever. » Manon se réveilla. 5 heures du matin. Le visage trempé de larmes. Mais quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, la peur aussi, mais maintenant, il y avait de la clarté. Elle se leva, alla à son bureau, ouvrit ses livres, commença à étudier. Isabelle se réveilla 1 heure plus tard et trouva sa fille penchée sur la physiologie humaine, stylo à la main, cahier rempli de notes. « Ma chérie ?» Manon leva les yeux. « Je n'abandonnerai pas, maman. Madame Dubois veut que je disparaisse, que j'accepte l'échec. Mais je vais faire le contraire, je vais étudier plus que jamais. Je vais avoir des notes encore meilleures. Je vais lui prouver qu'elle a tort. Et quand j'y arriverai, elle devra me regarder et se souvenir qu'elle aurait pu me soutenir, mais qu'elle a choisi de me détruire. » Isabelle serra sa fille dans ses bras, fortement, longuement. « Je t'aime tellement. » Manon posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je sais. » Pendant que Manon étudiait de manière obsessionnelle, Juliette continuait d'enquêter. Elle retrouva Robert André, un ancien camarade de faculté de Geneviève Dubois. Il avait 60 ans maintenant, à la retraite, vivant en province. Il accepta de parler par appel vidéo. « Je me souviens bien de Geneviève, » dit Robert, ajustant ses lunettes. Elle était brillante, l'une des meilleures de la promo. Venait d'une famille pauvre, travaillait le jour, étudiait la nuit, elle avait le feu sacré, voulait être cardiologue. Juliette prenait des notes. Que s'est-il passé? Robert devint sérieux. En 3e année, il y a eu un incident. Une professeure, Dr Sylvana Rocha, a humilié Geneviève publiquement pendant un cours pratique, a dit qu'elle n'avait pas la posture d'un médecin, que les filles pauvres ne devraient pas prendre la place de ceux qui avaient vraiment un avenir dans la profession. C'était brutal. Nous avons tous entendu. Juliette sentit son estomac se nouer. Et Geneviève? Robert soupira. Elle est tombée en dépression profonde, a arrêté d'aller en cours, a fait 2 tentatives de suicide. Sa famille l'a fait interner. Quand elle est sortie, elle a abandonné ses études, n'est jamais revenue. Des années plus tard, j'ai appris qu'elle était devenue professeure de chimie dans un lycée privé. Je pensais qu'elle avait surmonté ça. Mais maintenant, en voyant ce qu'elle a fait à cette jeune Manon, je comprends. Elle n'a pas surmonté. Elle est devenue la professeure qui l'a détruite. Juliette raccrocha l'appel, les mains tremblantes. Elle avait l'explication. Geneviève ne détestait pas les filles pauvres. Elle détestait ce qu'elles représentaient, la version jeune d'elle-même, encore pleine d'espoir. Les détruire, c'était détruire la douleur de son propre échec. L'article de Juliette fit la une du journal. La directrice qui a humilié une élève a abandonné médecine après avoir subi la même humiliation. L'article détaillait tout, le passé de Geneviève, les 15 élèves sabotés, les similitudes entre les cas. La vengeance inconsciente contre son propre passé. En 24 heures, l'histoire était sur toutes les chaînes d'information. Geneviève, la directrice cruelle, devint Geneviève, la victime devenue bourreau. L'opinion publique se divisa encore plus.
Certains avaient pitié d'elle, d'autres disaient qu'un traumatisme ne justifiait pas la cruauté. Des militants de l'éducation appelaient à une réforme du système. Les politiciens utilisaient l'affaire pour promouvoir des projets d'inclusion. Manon regardait tout cela de loin, les émotions confuses. Comment détester quelqu'un qui avait souffert de la même chose que vous? Au lycée, la pression monta. Le ministère de l'Éducation nationale ouvrit une enquête officielle. Geneviève fut suspendue temporairement pendant l'analyse du dossier. Une directrice par intérim prit la relève. Manon pensa que tout irait mieux, mais ce fut pire. Elle était désormais constamment abordée par des journalistes à la porte du lycée. Les élèves payants l'évitaient, craignant d'être associés au scandale. Les professeurs marchaient sur des œufs, ne sachant comment la traiter. Manon était devenue un symbole, pas une personne. Elle détestait ça. Elle voulait juste étudier. Mais chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau. Des interviews demandant son témoignage, des ONG la voulant comme porte-parole, des politiciens utilisant son nom dans des discours sans sa permission. Les choses s'envenimèrent lorsque le lycée, par l'intermédiaire de ses avocats, contre-attaqua. Ils prétendirent que Manon avait violé les termes de confidentialité de sa bourse en permettant la fuite de la vidéo. Ils avancèrent qu'elle, ou quelqu'un de proche, avait délibérément rendu public quelque chose qui aurait dû rester privé. Ils menacèrent d'annuler sa bourse et de poursuivre Isabelle pour préjudice moral à l'institution. L'avocat du lycée se présenta à la porte de l'appartement avec une notification officielle. Isabelle la lut, blême. « Ma chérie, il demande 10 000 € de dédommagement. Nous n'avons pas ça. » Manon prit le papier. Sentit la panique. Si elle perdait sa bourse maintenant, en terminale, elle perdait tout. Elle ne pourrait pas passer le concours. Elle ne pourrait pas avoir son bac. Le rêve s'arrêterait là. Geneviève, même suspendue, avait encore du pouvoir. Elle avait tout orchestré. Utilisé ses relations avec le conseil d'administration du lycée. Fait pression sur des parents influents pour soutenir l'action en justice. Créer le récit selon lequel Manon était une opportuniste, utilisant l'incident pour gagner en notoriété et en argent grâce aux interviews. Certains sites à sensation achetèrent l'histoire. Des articles apparurent. La jeune fille humiliée. Profite-t-elle du drame? Une famille pauvre. Utilise-t-elle la victimisation pour extorquer un lycée riche? Manon lut cela et eut envie de vomir. Comment les gens pouvaient-ils tordre la vérité à ce point? Elle n'avait rien demandé de tout cela, n'avait pas gagné un centime, voulait juste la justice. Mais la machine à diffamer était en marche. Juliette tenta d'aider, publiant des articles pour sa défense. Mais la polarisation était établie. La moitié du pays voyait Manon comme une héroïne, l'autre moitié comme une opportuniste. Isabelle fut licenciée d'un de ses emplois parce que l'employeur, mère d'une élève du lycée, dit qu'elle ne voulait pas de gens à problème chez elle. L'argent se fit plus rare. Manon songea à accepter l'accord proposé par le lycée. Retirer toutes les accusations, renoncer à tout procès, en échange du maintien de sa bourse et de la fin de l'année en silence. Ce serait simple, pragmatique, sensé. Elle était sur le point d'accepter quand quelque chose d'inattendu se produisit. Au moment critique, alors que tout semblait perdu, quand Manon s'apprêtait à signer l'accord de silence, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit « Manon ? Mon nom est Dr Julien Rousseau. Je suis cardiologue. J'ai travaillé avec votre père. » Manon s'assit, les jambes flageolantes. « Vous avez connu mon père ? » ?»« Oui. Mathieu était mon interne. Je l'ai formé. C'était l'un des meilleurs que j'ai jamais vus. Quand il est mort, j'ai été dévasté. » Silence ému. « Pourquoi m'appelez-vous ? Parce que j'ai vu votre histoire. Et parce que j'ai découvert quelque chose d'important. » Julien marqua une pause dramatique. « Geneviève Dubois n'a jamais terminé médecine, je sais, mais il y a plus. Elle a travaillé pendant 25 ans comme professeure avec de faux diplômes. Le diplôme de chimie qu'elle a utilisé pour être engagée est un faux. Elle a falsifié des documents. » Manon cessa de respirer. « Comment le savez-vous » Julien expliqua. « J'ai un ami à l'ordre des chimistes. Il a vérifié pour moi.
Il n'y a aucune trace d'elle. Le diplôme est un faux. Toute sa carrière est un mensonge. Elle n'aurait jamais dû enseigner. Elle n'aurait jamais dû devenir directrice. Tout est basé sur la fraude. Manon regarda l'accord sur la table, le stylo dans sa main. « Vous pouvez le prouver ? » ?»« Je le peux, et je le ferai. J'ai déjà contacté les autorités. Mais je pensais que vous deviez savoir la première. Vous n'avez pas besoin d'accepter cet accord. Vous avez le pouvoir maintenant. Utilisez-le. » Manon déchira le papier. « Merci, docteur. » Julien eut un petit rire. « Votre père serait fier. Continuez à vous battre. » Il raccrocha. Isabelle regarda sa fille, confuse. Que s'est-il passé? Manon sourit. Pour la première fois depuis des semaines, un sourire sincère. Il s'est passé que Geneviève Dubois vient de perdre. La vérité éclate. Et quand elle éclatera complètement, il ne restera plus rien d'elle. Isabelle serra sa fille dans ses bras. « Tout va s'arranger ?» Manon hocha la tête. « Oui, mais pas comme nous l'imaginions. Ce sera mieux. » Cette nuit-là, Juliette publia la bombe. La directrice qui a humilié une élève a travaillé 25 ans avec un faux diplôme. Le scandale explosa. Geneviève fut arrêtée pour faux et usage de faux et exercice illégal de la profession. Le lycée paniqua, annula le procès contre Manon, offrit un accord de plusieurs millions pour éviter plus de scandales. Manon refusa. « Je ne veux pas d'argent, je veux du changement. » Mais Geneviève ne savait pas que le pire était encore à venir. Et en quelques semaines, lorsque plus de détails seraient examinés, on découvrirait que 3 anciennes élèves qu'elle avait renvoyées des années auparavant avaient mis fin à leur jour. L'une d'elles, Céline Mercier, s'était suicidée 6 mois après avoir été humiliée publiquement par Geneviève lors d'une réunion scolaire. La famille n'avait jamais porté plainte, n'avait jamais parlé, jusqu'à maintenant. Et quand cette information ferait surface, Manon réaliserait que cela n'avait jamais été seulement à propos d'elle, c'était à propos de toutes, et la responsabilité de mettre fin au cycle de la douleur était maintenant entre ses mains. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Laissez votre like aussi. Sérieusement, je lis tout et je m'efforce de répondre à chacun avec beaucoup d'attention et de bienveillance. La nouvelle concernant Céline Mercier tomba un mardi pluvieux. Juliette appela la voix tremblante. « Manon, j'ai quelque chose à te dire. La famille d'une ancienne élève m'a contacté. Céline Mercier. Elle était au lycée il y a 5 ans. Geneviève l'a humiliée en réunion, lui disant qu'elle ne serait jamais avocate. Manon sentit son estomac se nouer. Et, silence pesant de l'autre côté, Juliette prit une grande inspiration. Céline s'est suicidée 6 mois plus tard. Elle a laissé une lettre, accusant le lycée, accusant Geneviève. La famille avait gardé le silence par honte. Maintenant, ils veulent parler. Manon laissa tomber son téléphone, les mains tremblantes. Isabelle accourut vers elle. « Qu'y a-t-il » Manon regarda sa mère, les yeux vides. « Elle a tué quelqu'un. Geneviève a vraiment tué quelqu'un. » Les jours suivants furent chaotiques. Les médias explosèrent avec la révélation. La famille de Céline donna une interview en larmes, montrant la lettre de suicide. Geneviève fut mise en examen pour harcèlement moral ayant conduit à la mort. Manifestation devant le lycée. Parents retirant leurs enfants. Professeurs démissionnant en masse. L'institution centenaire s'effondrait. Mais ce que personne n'attendait, c'était la réaction publique contre Manon. Une partie des gens commença à la blâmer. Si vous n'aviez pas exposé cela, Céline reposerait en paix. Vous ravivez la douleur de la famille pour attirer l'attention. Vous êtes une opportuniste qui utilise la mort d'autrui. Les commentaires étaient brutaux, vengeurs. Manon lisait chacun d'eux, incapable de s'arrêter, même quand Isabelle la suppliait de lâcher son téléphone. Le lycée, en désespoir de cause, engagea une agence de relations publiques. Ils créèrent un récit. Manon détruisait une institution respectée par vengeance personnelle. Qu'elle était manipulée par une journaliste sans scrupules. Que Céline avait déjà des problèmes psychiatriques antérieurs. Des sites conservateurs achetèrent l'histoire. Des influenceurs aux millions d'abonnés attaquèrent Manon. Un hashtag émergea, Manon menteuse, en tendance pendant 3 jours.
Les menaces commencèrent à affluer, des messages disant qu'elle devrait suivre le chemin de Céline, que le monde serait meilleur sans elle. Isabelle dut changer de numéro de téléphone. Elles fermèrent les rideaux, arrêtèrent de sortir. L'avocat que Juliette avait recommandé appela « Manon, je dois vous prévenir. Le lycée prépare un lourd procès. Ils vont plaider la diffamation, les dommages matériels, la conspiration pour détruire une réputation. En tout, environ 500 000 euros. » Manon sentit le monde s'écrouler. 500 000 ? Je n'aurai jamais ça de ma vie. L'avocat soupira. Je sais, et ils le savent. La stratégie est de vous briser financièrement avant même le procès, de vous forcer à abandonner. Vous avez deux options. Accepter un accord de silence ou faire face à un procès qui pourrait durer des années. Manon raccrocha. Regarda autour d'elle le minuscule appartement. Mère au chômage, économie à zéro, avenir incertain. Et maintenant, la moitié du pays la détestait. Madame Laurent réussit à briser le blocus et lui rendit visite personnellement. S'assit sur le canapé, prit les mains de Manon. « Écoute, je sais que c'est lourd. Je sais que ça semble sans issue. Mais tu ne peux pas abandonner maintenant. » Manon retira ses mains. « Je n'en peux plus, madame. Je voulais juste étudier, juste ça. Et maintenant, il y a une fille morte, un lycée qui ferme, des centaines de personnes qui perdent leur emploi, et tout le monde me blâme. » Madame Laurent secoua la tête. « Non, c'est Geneviève qui a fait ça, pas toi. Tu n'as fait qu'allumer la lumière. Les cafards qui se sont enfuis ne sont pas de la faute de la lumière. » Manon commença à pleurer. Mais Céline... Madame Laurent la tint fermement. « Céline mérite justice. Sa famille le mérite, et seul toi peux leur donner ça. Si tu arrêtes maintenant, elle sera morte en vain. » Mais les mots ne l'atteignaient pas. Manon coulait, arrêta d'étudier, arrêta de manger correctement, passait ses journées au lit à fixer le plafond. Isabelle essayait de lui parler, mais Manon ne répondait pas. 3 jours après la visite de Madame Laurent, Isabelle entra dans la chambre avec une boîte, la boîte à chaussures. Elle l'ouvrit, prit le stéthoscope usé, s'assit sur le lit, plaça le stéthoscope dans les mains de sa fille. « Ton père a affronté quelque chose de semblable », commença Isabelle. Manon regarda sa mère, sans énergie pour répondre. Isabelle continua. Quand il était à la faculté, un professeur l'a accusé à tort d'avoir triché à un examen. A dit qu'un garçon de banlieue n'avait pas la capacité d'avoir la meilleure note. A voulu le renvoyer. Ton père s'est battu, seul, sans avocat, sans soutien. Il a mis 6 mois à prouver son innocence. Il a failli abandonner plusieurs fois. Manon parla enfin, la voix rauque. Comment a-t-il tenu? Isabelle sourit, les larmes aux yeux. Il s'est souvenu pourquoi il avait commencé. Il s'est souvenu du premier patient qu'il voulait sauver. Son propre père, ton grand-père, mort d'un cancer sans traitement parce qu'il n'avait pas d'argent. Il a promis à son père décédé qu'il deviendrait médecin. Et il a tenu parole. Peu importe le temps que ça a pris. Combien de fois il est tombé. Il s'est relevé. Isabelle prit la main de Manon. « Tu as fait une promesse aussi, à l'enterrement de ton père. Je l'ai vu. Tu t'es agenouillé devant le cercueil et tu as promis que tu serais médecin, que tu sauverais des vies. Tu te souviens ?» Manon se souvenait, 6 ans plus tôt. Cimetière, pluie. Elle touchant le cercueil et murmurant « Je te le promets, papa. » Mais maintenant, cela semblait impossible. Comment étudier la médecine sans argent? Comment passer un concours en portant le poids d'une mort sur ses épaules? Comment vivre en sachant qu'il y avait des gens qui la détestaient au point de souhaiter sa mort? Manon regarda le stéthoscope usé, toucha le métal froid, ferma les yeux, pensa à son père, à cette dernière conversation à l'hôpital, à ces mots « Les médecins sauvent des vies, peu importe si la personne est riche ou pauvre. La douleur n'a pas de classe sociale. » Elle ouvrit les yeux, regarda sa mère. « Je ne sais pas si je peux, maman. » Isabelle serra sa fille dans ses bras, fortement. « Tu n'as pas besoin de savoir, tu as juste besoin d'essayer. Un jour à la fois. » Cette nuit-là, Manon sortit de sa chambre, pour la première fois depuis des jours, mangea avec sa mère, prit une douche, s'assit à son bureau avec ses livres, ouvrit au marque-page,
où elle s'était arrêtée. Physiologie humaine, chapitre 12. Les mots dansaient sur la page. Son esprit ne se concentrait pas, mais elle lut une page, puis une autre. Quand sa mère alla se coucher à 11 heures du soir, Manon continua. Minuit, 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures. Quand le soleil se leva, elle avait terminé le chapitre et résolu 20 questions d'annales. Elle n'avait pas tout retenu. Ce n'était pas brillant, mais elle avait étudié. Et c'était un début. Le docteur Rousseau appela à la fin de la semaine. « Manon, j'ai une proposition. J'ai besoin d'une assistante à mon cabinet. Travail administratif, archivage, prise de rendez-vous, le basique. C'est peu payé, mais c'est quelque chose. Et vous pourrez observer les consultations, apprendre sur le terrain. » Manon hésita. « Vous pensez que c'est une bonne idée, avec tout le scandale ?» Le docteur Rousseau rit. « Exactement à cause du scandale. Vous devez vous souvenir pourquoi vous faites ça. Voir des médecins travailler, sauver des vies, aider les gens. Ça va vous reconnecter à votre objectif. » Manon accepta. Commença le lundi suivant. Un cabinet simple, des patients modestes. Le docteur Rousseau recevait par le système public sans dépassement d'honoraires. Manon voyait des personnes âgées soulagées, des enfants souriants, des mères pleurant de gratitude, et elle se souvenait, c'était ça, c'était pour ça. Mais la réalité n'arrêtait pas de frapper. Le procès du lycée avançait. Geneviève, même en prison, avait de puissants avocats qui travaillaient. Ils plaidaient qu'elle avait été le bouc émissaire d'un problème systémique, que Céline souffrait déjà d'une dépression diagnostiquée, qu'il n'y avait aucune preuve de lien de causalité entre l'humiliation et le suicide. L'opinion publique restait divisée. Manon devait prendre une décision, accepter un accord de silence avec une indemnisation minimale ou se battre légalement pendant des années, au risque de tout perdre. La date limite était vendredi. Elle avait 3 jours pour se décider. Manon visita la tombe de son père, apporta des fleurs, s'assit dans l'herbe humide à côté de la pierre tombale. « Papa, je ne sais pas quoi faire. Si j'accepte l'accord, je trahis Céline. Je trahis toutes les filles qu'elle a blessées. Mais si je me bats, je peux détruire ma famille. Je peux perdre ma chance d'être médecin. Je peux finir avec des dettes que je ne paierai jamais. » Le vent agitait les arbres. Silence. Manon continua. « Tu as toujours dit qu'être médecin, c'est sauver des vies. Mais si la vie que je dois sauver maintenant, c'est la mienne, est-ce égoïste d'accepter l'accord et de passer à autre chose, ou est-ce de la survie ?» Plus de silence. Juste le son des oiseaux au loin. Elle pensa à Céline, à la lettre de suicide, aux mots « Je ne supporte plus d'être traité comme un déchet parce que je veux rêver ». Elle pensa aux autres élèves, aux 15 vies déviées, aux rêves écrasés. Elle pensa à elle-même, 16 ans, entendant ces mots à la réunion. « Votre fille ne sera jamais médecin, acceptez-le. » Elle se leva, épousseta l'herbe de son pantalon, regarda la tombe de son père une dernière fois. « Désolé, papa, mais je dois le faire à ma façon, de la manière qui me permettra de survivre. » Elle quitta le cimetière, sa décision prise. Elle n'allait pas accepter l'accord, mais elle n'allait pas non plus se battre selon leurs termes. Le vendredi, Manon appela l'avocat. « Je n'accepterai pas l'accord. » L'avocat soupira. « Alors préparez-vous à un long procès. » Manon l'interrompit. « Je ne vais pas me battre légalement. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas le temps. J'ai mon concours dans 8 mois. Je vais faire autrement. Je vais disparaître. Je vais étudier. Je vais réussir médecine. Et dans 10 ans, quand je monterai sur scène pour recevoir mon diplôme, tout le monde se souviendra de cette histoire. Et ils verront qu'elle avait tort. Ce sera ma vengeance. » Silence à l'autre bout du fil. « Intelligent, dit enfin l'avocat, très intelligent. » Manon alla voir Juliette. La journaliste était dans son appartement révisant des articles. Manon s'assit. « Je vais disparaître des médias. Je ne donnerai plus d'interviews. Je ne commenterai pas le procès. Je vais me concentrer sur mes études. » Juliette commença à protester, mais Manon leva la main. « Vous continuez à enquêter. Vous continuez à exposer, mais sans moi. Mon rôle est ailleurs maintenant. C'est de prouver par les résultats, pas par les mots.
Juliette réfléchit, hocha lentement la tête. « Je peux respecter ça, mais quand vous serez diplômé, je veux l'interview exclusive. » Manon sourit. Pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire, combiné. Et c'est alors que Manon fit ce que personne n'attendait. Elle disparut, quitta les réseaux sociaux, arrêta de répondre aux journalistes, changea de lycée grâce à un transfert silencieux vers un lycée public, travailla à mi-temps avec le docteur Rousseau, étudia les 12 autres heures de la journée. Isabelle trouva un nouvel emploi. Elles survécurent, difficilement, serrées, mais elles survécurent. Le procès du lycée se poursuivit. Geneviève fut condamnée à 2 ans de prison. Le lycée ferma à cause d'un scandale financier, mais Manon ne vit rien de tout cela. Elle était trop occupée à étudier l'anatomie, la chimie organique, la physique pour le concours. La confrontation finale était sur le point de commencer. Et l'enjeu n'était pas seulement la justice, c'était l'âme même de Manon. Et si elle perdait son humanité dans le processus, Geneviève aurait gagné de toute façon. 10 ans plus tard, l'amphithéâtre de l'hôpital universitaire était bondé, 1000 personnes, médecins renommés, professeurs, étudiants, presse. Manon gravit les marches de l'estrade. 26 ans, blouse blanche impeccable. Stéthoscope neuf autour du cou, mais celui usé de son père gardé dans sa poche. La démarche assurée, confiante. Rien de la jeune fille effrayée d'il y a 10 ans. Le présentateur annonçait « Dr Manon Fournier, prix de la jeune chercheuse de l'année pour son travail révolutionnaire sur le traitement du cancer infantile dans les communautés défavorisées. » Applaudissements assourdissants. Flash des caméras. Elle s'arrêta au centre de l'estrade. Regarda l'assemblée. Premier rang, Isabelle, robe neuve mais simple, mouchoir à la main, sourire embué de larmes. À côté, Madame Laurent, à la retraite maintenant, radieuse. Docteur Julien Rousseau au 2e rang, la fierté se lisant sur son visage. Juliette dans un coin, caméra discrète, enregistrant tout. Et là, au 3e rang, tentant de se cacher derrière un monsieur en costume, Geneviève Dubois, 68 ans, cheveux entièrement blancs, visage marqué par le temps et le poids des années de prison. En liberté conditionnelle depuis 3 mois. Elle ne voulait pas être là, mais elle y était contrainte. Une partie de sa peine alternative, assister aux cérémonies de remise de diplômes d'anciennes élèves, confronter le mal causé. Manon prit le microphone, respira profondément. « Merci pour ce prix. Mais avant de parler de ma recherche, j'ai besoin de raconter une histoire. » Murmure dans l'assemblée. « Il y a 10 ans, j'avais 16 ans et un rêve. Je voulais être médecin. Je venais d'une famille pauvre. Mon père était décédé. Ma mère faisait des ménages, mais j'étudiais 6 heures par jour. J'avais des notes parfaites et je croyais que le talent triomphait de l'origine. » Silence absolu maintenant. Puis, lors d'une réunion parents-professeurs, une femme m'a dit « Vous ne serez jamais médecin. Acceptez-le. » Elle désigna Geneviève. Cette femme, Madame Geneviève Dubois. « Levez-vous, s'il vous plaît. » Geneviève se figea. Les gens autour d'elle se tournèrent. Chuchotement. Elle tenta de s'enfoncer davantage dans son siège. Manon répéta la voix ferme. « Levez-vous. » Le docteur Rousseau, assis non loin, toucha l'épaule de Geneviève. « Allez-y, vous devez le faire. » Geneviève se leva lentement, les jambes tremblantes. Toute l'assemblée la regardait. Manon continua. « Vous avez dit que je n'avais pas de classe, que la médecine était pour ceux qui étaient bien nés, que je devais accepter ma place. Vous vous souvenez ?» Geneviève ouvrit la bouche, la referma, hocha faiblement la tête. Manon fit un pas en avant. « Ce jour-là a changé ma vie, mais pas de la manière que vous imaginiez. » Geneviève trouva enfin sa voix. C'était une erreur. « J'ai déjà demandé pardon. J'ai payé. » Manon secoua la tête. « Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici parce que vous avez besoin de voir quelque chose, de comprendre ce que vous avez fait. Pas seulement à moi, à toutes. » Geneviève baissa les yeux. Manon prit une grande inspiration. « J'ai découvert votre histoire. La professeure qui vous a humilié à la faculté, Dr Sylvana Rocha. Elle vous a dit que vous n'aviez pas la posture d'un médecin,
que les filles pauvres ne devraient pas prendre ses places. Geneviève releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. « Comment ?» Manon la coupa. « Vous avez abandonné vos études, vous avez tenté de vous suicider. Vous avez passé 30 ans à détruire des filles qui vous rappelaient qui vous étiez. » L'assemblée était sous le choc. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Geneviève commença à pleurer. « Je vous protégeais. Je voulais vous éviter de souffrir ce que j'ai souffert. » Manon fit un autre pas, la voix plus forte maintenant. « Nous protéger? Céline Mercier s'est suicidée. Elle avait 17 ans, parce que vous lui avez dit les mêmes mots que Dr Rochat vous avait dit. » Geneviève sanglota. « Je ne savais pas qu'elle... » Manon ne s'arrêta pas. Caroline Mendès a abandonné le droit. Juliana Costa a renoncé à l'ingénierie. 15 filles, 15 rêves écrasés. Combien d'autres dont nous ne saurons jamais rien? La salle était électrisée. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Geneviève s'effondra, se rassit sur sa chaise, le visage dans les mains. « Je suis tellement désolée, ce n'était pas vous que je détestais, c'était moi-même. » Manon ressentit quelque chose d'étrange. Pas la satisfaction qu'elle avait imaginée. C'était du vide. Elle regarda cette femme brisée et ne vit que cela, une femme brisée. Pas un monstre, pas une méchante, juste quelqu'un qui n'avait jamais guéri ses propres blessures et les avait répandues partout où elle passait. Manon respira profondément. « Je pourrais vous détester, Dieu sait que j'ai essayé. Mais alors, je serai vous. » Geneviève leva les yeux. « Et je ne veux pas être vous. Je veux être ce que vous auriez pu devenir si vous aviez choisi de guérir au lieu de blesser. » Silence pesant. Manon continua. « Vous n'allez pas me détruire rétrospectivement. Je ne vous laisserai pas faire, mais je ne prétendrai pas non plus que ce que vous avez fait était acceptable. Ça ne l'était pas, et ça ne le sera jamais. » Le modérateur de la cérémonie s'approcha, mal à l'aise. « Docteur Fournier, peut-être devrions-nous... » Manon leva la main. « Juste une minute. » Elle regarda Geneviève. « Je vous pardonne. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je mérite la paix. » Geneviève essuya ses larmes. Regarda Manon dans les yeux. « Merci. » Manon secoua la tête. « Ne me remerciez pas. Agissez. Utilisez le reste de votre vie pour réparer ce que vous avez brisé. Enseignez dans les prisons. Aidez les filles pauvres. Faites quelque chose qui compte. Parce que si vous mourrez sans le faire, votre vie entière aura été un gâchis. » Geneviève hocha la tête, déglutissant. « Je vais essayer. » Manon se tourna vers l'assemblée. « Et pour vous tous, professeurs, médecins, dirigeants, regardez autour de vous. Combien de Manon ignorez-vous? Combien de Geneviève créez-vous? Changez cela. » Les applaudissements explosèrent. Une ovation debout. Toute l'assemblée. Isabelle pleurait ouvertement. Madame Laurent applaudissait avec force. Le docteur Rousseau nettoyait ses lunettes, ému. Juliette filmait, des larmes coulant sur ses joues. Même Geneviève applaudissait, lentement, reconnaissant sa défaite, mais aussi quelque chose de plus grand. La rédemption. Le présentateur revint au micro. « Docteur Fournier, votre prix. » Manon prit la plaque, la regarda, lut à voix haute. « Pour l'excellence en recherche et l'engagement envers une médecine accessible. » Elle sourit. « Je dédie ceci à mon père, le docteur Mathieu Fournier, et à toutes les filles qui ont été empêchées d'arriver ici. Vous n'êtes pas oubliés. » Plus d'applaudissements, flash, reporters demandant des interviews. Dans les coulisses, après la cérémonie, Manon croisa Geneviève qui sortait par l'arrière. Elles se regardèrent. Geneviève commença à passer, s'arrêta, se retourna. « Vous êtes vraiment médecin ?» Manon hocha la tête. « Vraiment ?» Geneviève déglutit. « Désolé, ça semble si peu. » Manon acquiesça. « Ça l'est, mais c'est un début. » Geneviève fit un signe de tête. Partit. Manon la regarda s'éloigner. Petite, courbée, portant des décennies de regrets, et elle ressentit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. Isabelle arriva en courant, serra sa fille dans ses bras, fortement, longuement. « Ton père voit ça, je sais qu'il le voit. » Manon posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je le sais aussi. » Madame Laurent s'approcha, prit les mains de Manon. « Je l'ai toujours su, depuis le premier jour. » Manon sourit. «
Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Madame Laurent serra ses mains. C'est toi qui n'as jamais abandonné. Le docteur Rousseau vint ensuite. Félicitations, docteur. Votre père serait fier. Manon serra son mentor dans ses bras. Merci de m'avoir montré le chemin quand tout était sombre. Le docteur Rousseau sourit. C'est vous qui avez marché. Je n'ai fait que tenir la lanterne. Juliette s'approcha en dernier. Je peux? Manon hocha la tête. La journaliste lui donna une accolade rapide, professionnelle. Tu sais que ça va redevenir viral. Manon soupira. Je sais, mais cette fois c'est différent. Juliette acquiesça. Oui, cette fois c'est toi qui contrôles le récit. Manon regarda autour d'elle. L'amphithéâtre se vidait. Des gens discutaient en groupe. La vie reprenait. Oui. Et le récit est simple. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe qui essaie de vous arrêter, continuez. Juliette sourit. Bon titre. Je peux l'utiliser? Manon rit. Tu peux. L'histoire ne se termine pas par une victoire. Elle se termine par un nouveau départ. 6 mois après la cérémonie. Manon se réveille à 5 heures du matin, mais maintenant, ce n'est plus pour étudier sous pression. C'est parce qu'elle aime ce qu'elle fait. L'appartement est différent, plus grand, 3 chambres. Isabelle a son propre espace. Il y a des tableaux au mur, des livres de médecine rangés sur une nouvelle bibliothèque, une photo encadrée, Manon sur scène recevant son prix, Isabelle à côté, toutes deux souriantes. Dans la cuisine, l'odeur de bon café. Pas le bas de gamme d'avant. Manon boit son café en regardant par la fenêtre, voit le soleil se lever sur Paris, pense à combien sa vie a changé, le cabinet privé qu'elle a ouvert il y a 3 mois. La moitié des consultations gratuites pour les familles modestes, l'autre moitié paie les factures et finance la recherche. Hôpital public 2 fois par semaine. Oncologie pédiatrique, sauver des vies, réaliser la promesse faite à son père 10 ans plus tôt. Le livre qu'elle a publié, La médecine sans frontières de classe, est sur la liste des best-sellers depuis 4 mois. Les universités l'invitent pour des conférences. Les étudiants en médecine lui demandent d'être leur mentor. Elle a créé un institut qui offre des bourses complètes aux jeunes de milieux défavorisés intéressés par la médecine. Il y a déjà 63 boursiers actifs. 5 ont été diplômés cette année. Tous travaillent dans des communautés défavorisées, multipliant l'impact. Manon ne travaille pas seule. Elle a une équipe, 3 médecins résidents, 2 infirmières, une administratrice, tous engagés dans la même mission, une médecine accessible et de qualité. Son fiancé, le docteur Raphaël, rencontré pendant son internat, il vient d'une famille riche, mais a choisi de travailler à l'hôpital public. Mariage prévu pour décembre. Une vie pleine, complète, mais pas parfaite. Les cicatrices demeurent. Isabelle est différente aussi. Elle a arrêté les ménages. Maintenant, elle coordonne les bénévoles à l'Institut de Manon, gère les rendez-vous, accueille les familles nerveuses, raconte son histoire pour inspirer les mères qui doutent de leurs propres enfants. Elle est épanouie, sereine, parle de son mari sans pleurer, sourit en s'en souvenant, dort bien pour la première fois en une décennie. Madame Laurent, totalement à la retraite maintenant, donne des cours bénévoles à l'Institut 2 fois par semaine. Biologie pour les candidats au concours issus de milieux modestes, toujours brillante, toujours croyante. Quand elle croise Manon dans les couloirs, elle s'enlace sans mots. L'amour entre le mentor et l'élève reste intact. Le docteur Rousseau a réduit son cabinet mais n'a pas arrêté. À 70 ans, il reçoit toujours des patients, supervise les recherches de Manon, est devenu une figure paternelle. Dîne avec Manon et Isabelle tous les dimanches. Juliette a remporté un prix de journalisme d'investigation pour sa série de reportages sur l'affaire. Elle a été promue rédactrice en chef. Continue de dénoncer les abus dans les établissements d'enseignement. A déjà exposé 12 cas similaires. Sauvé d'innombrables rêves, Manon et elle sont devenues amies, déjeunent ensemble chaque mois, rient, planifient, rêvent ensemble. Geneviève exécute sa peine alternative en enseignant dans des prisons pour femmes. Elle guide les détenus intéressés par la reprise d'études, finance autant de bourses qu'elle peut avec sa pension, écrit des lettres d'excuses aux 15 anciennes élèves. Certaines répondent, d'autres non.
Elle accepte, n'attend pas le pardon, tente juste de réparer. Manon ne lui a jamais reparlé depuis la cérémonie. Pas besoin, ce chapitre est clos. Les anciennes élèves sabotées ont eu des destins variés. Caroline a repris le droit, a été diplômée à 32 ans, elle est maintenant avocate commise d'office. Juliana a terminé l'ingénierie, travaille dans une ONG qui construit des logements sociaux. 6 autres ont repris leurs études. 3 sont devenus professeurs. Toutes avancent, portant des cicatrices, mais ne les laissant pas les définir. La famille de Céline a créé une fondation à son nom. Soutien psychologique aux étudiants victimes de harcèlement institutionnel. Manon y collabore. Parle lors d'événements. Maintient la mémoire de Céline vivante, transformant la tragédie en héritage. Un samedi matin, Manon conduit jusqu'au cimetière. Seule, apporte des fleurs blanches, marche jusqu'à la tombe de son père. La pierre est propre, bien entretenue. Elle vient chaque semaine, met les fleurs dans le vase, s'assoit dans l'herbe. « Salut papa, j'ai des nouvelles. On a sauvé 3 enfants cette semaine. Cancer à un stade avancé. Le protocole que j'ai développé a fonctionné. Ils vont tous survivre. » Elle sourit. « Je pense que tu serais fier. » Ouvre son sac, sort le stéthoscope usé, le même qu'elle a gardé pendant 16 ans, le pose sur la pierre tombale. « Je n'en ai plus besoin, papa. J'en ai un nouveau. Mais celui-ci va rester ici, avec toi. Parce que c'est lui qui m'a amené jusqu'ici. » Des larmes coulent. Mais ce sont des larmes de paix. Pas de douleur. Elle se souvient de la réunion parents-professeurs, 10 ans plus tôt. La salle étouffante, les mots cruels, le visage rouge de honte, l'envie de disparaître. Et elle se souvient de ce qu'elle a ressenti. « Je n'y arriverai jamais. » Maintenant, assise là, médecin diplômé, chercheuse primée, sauvant des vies chaque jour, elle sourit. « J'ai réussi, papa. Malgré tout, j'ai réussi. » La promesse est tenue. Il y a des gens qui vous diront que vous ne pouvez pas, que votre rêve est trop grand, que vous devez accepter votre place. Manon a appris que ces personnes parlent généralement de leur propre peur, pas de vos limites. Geneviève a dit ces mots parce qu'elle avait renoncé à elle-même. Elle a projeté son propre échec sur des filles innocentes. Mais Manon a refusé d'accepter ce récit, a refusé de laisser la douleur d'une autre personne définir son destin. Combien de femmes ont entendu qu'elles n'étaient pas à la hauteur? Combien ont abandonné parce qu'elles y ont cru? Combien portent encore des rêves enfouis, attendant le courage de les déterrer? Manon a failli abandonner. Il y a eu des moments où la douleur semblait insupportable, où continuer semblait impossible, mais elle s'est souvenue. Le nom de quelqu'un d'autre ne définit pas votre destin. Vous seul le définissez. Aujourd'hui, Manon sauve des vies, pas seulement en tant que médecin. Elle sauve des rêves en tant que mentor. Chaque étudiant qu'elle guide en est la preuve vivante. Pas pour les autres, pour elle-même. Que cela vaut la peine de résister, que cela vaut la peine de se battre, que cela vaut la peine de continuer quand tout vous crie d'arrêter. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour leur prouver qu'ils avaient tort. Il n'est jamais trop tard pour devenir celle que vous auriez toujours dû être. Et vous, avez-vous déjà laissé quelqu'un définir ce que vous pouviez ou ne pouviez pas être? Avez-vous renoncé à un rêve parce qu'on vous a dit qu'il était trop tard, ou inapproprié, ou impossible pour quelqu'un comme vous? Avez-vous laissé la peur de l'opinion des autres être plus forte que le désir de votre cœur? Partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez votre histoire de dépassement ou le rêve que vous voulez encore réaliser. Vos mots sont peut-être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui pour faire le premier pas. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like. La semaine prochaine, l'histoire de la professeure qui a été licenciée à 58 ans et qui a tout recommencé, bâtissant son propre empire. N'oubliez pas, votre valeur ne dépend de l'approbation de personne. À bientôt!